Comment c'est possible que vous ayez 2 400 € écrits en bas de vos fiches de paye chaque mois, alors que tous les jours sur YouTube, vous voyez des vidéos de types qui ont l'air franchement moins intelligents, plus moches et moins éduqués que vous, annoncer des niveaux de revenus 10 voire 100 fois supérieurs aux vôtres? Pourquoi le niveau de revenus, de patrimoine dans votre groupe social est globalement homogène? Comment c'est possible que votre ami le plus riche ne gagne que 6 000, 7 000 € par mois? Pourquoi il vous faudrait 132 mois pour acheter la même voiture que Emile Denzel? Pourquoi vous devez vous serrer la ceinture et investir religieusement pendant 2 années pour atteindre ce que j'investis chaque mois sur le S&P 500? Eh bien, la réalité, c'est que tout ça est un grand théâtre, que ça n'est pas normal, que ça n'est pas le vrai monde, mais vous y participez à vos dépens. Je m'appelle Tristan Lejeune, j'ai 27 ans et je suis millionnaire alors que j'avais juste 2 200 € à mon nom en 2018. Je contribue malgré moi au grand théâtre de la normalisation de la richesse, sauf que cette vidéo est là pour vous ramener sur Terre. Je n'ai rien à vous vendre, cette chaîne YouTube est juste un carnet de bord d'une réflexion et de mes idées. Donc, sur Internet, la moyenne n'existe pas. La moyenne n'intéresse pas. Ce qui compte, c'est l'extrême gauche, en l'occurrence dans le domaine économique, l'extrême pauvreté, ou l'extrême droite, l'extrême richesse. Parce que la moyenne, ça signifie la norme. Et la norme est un état duquel chaque individu veut se séparer pour croire à l'importance de sa propre existence. Pourtant, les extrêmes n'existent pas sans la norme. La norme représente donc forcément, et peu importe les domaines, 90% du spectre. Les gens se pensent plus beaux qu'ils ne le sont, les gens se pensent plus compétents qu'ils ne le sont, les gens se pensent plus intelligents qu'ils ne le sont, puisque en moyenne, la surévaluation du QI est d'environ 30 à 35 points par rapport à la réalité donc. La logique s'applique à tous les sujets d'auto-évaluation. Quand vous pensez que vous êtes expert dans un domaine, en vérité, vous êtes intermédiaire ou avancé, mais vous n'êtes certainement pas un expert. Quand vous pensez que vous êtes beau, en vérité, vous êtes moyennement moche ou moyennement beau, mais jamais plus beau que la moyenne. Et c'est toujours le même constat en termes d'auto-évaluation. On passe notre temps à se surestimer. La vérité, c'est que presque tout le monde est moyennement moche, moyennement idiot, moyennement pauvre et complètement convaincu d'être spécial. Donc, c'est quoi la moyenne réelle? Votre cadre de référence conditionne votre perception de la richesse. Si vous passez votre temps sur Internet à regarder les vidéos de la nouvelle collection de voitures d'Ivan Gadzi, des vacances de Yumi Redzel, de la nouvelle villa de Tate, en boucle, constamment, 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 et que votre écran d'accueil YouTube ne ressemble qu'à ça, qu'avec des vidéos, avec des gros chiffres, des grosses bagnoles, des grosses maisons, et puis des promesses de dingue, eh bien, en temps cumulé quotidien, vous y baignez suffisamment longtemps pour altérer la réalité économique dans laquelle vous évoluez réellement. Et ça, c'est amplifié par, en plus, votre désintérêt du réel. Alors, le réel, c'est 2 180 € de salaire médian en France en 2025. Le réel, c'est que mon père vient de passer les 2 000 € net sur son bulletin de salaire à 56 ans. J'étais cet été en France et il m'en a parlé comme si c'était quelque chose un grand pas de passé. Voilà. Si vous venez de la classe ouvrière comme moi, le réel, c'est Citroën C5 d'occasion à 2 000 € avec 300 000 km. C'est de la bouffe marque repère à la maison et c'est un McDo une fois par trimestre quand vous étiez jeune parce que ça coûte cher et les restaurants, vous oubliez quoi. Vous n'avez jamais été dans un restaurant avant d'avoir 18, 19 ans. Alors, puisque ce n'est pas la vie que vous voulez, eh bien, vous occultez ce réel. Sauf que vous n'éliminez pas la réalité, vous l'ignorez juste volontairement. Les gens gagnent toujours 2 000 € par mois, les cadres gagnent toujours 4 000, 5 000 € par mois, les médecins et les dirigeants gagnent toujours aux alentours de 9 000, 10 000, 11 000 € par mois. Mais grâce au marketing et au pouvoir de développement personnel pour teubé, eh bien, une génération entière est en train de se convaincre que 10 cas par mois, c'est la base. Tu fais pas 10 cas par mois, t'as rien fait. Alors que 99% des businessmen du web wannabe n'ont jamais parlé personnellement avec un type millionnaire de leur vie. Donc ils se voient déjà tout en haut de la hiérarchie, mais en fait, ils ont personne dans leur liste de contacts qui en réalité a juste 1 ou 2 millions de patrimoine liquide. La réalité, c'est ça. Mais à force d'imposer des filtres préférentiels pour faire correspondre ses croyances à l'expérience de vie, on a une génération de tarés qui gobent n'importe quoi et qui a complètement perdu les pieds avec la réalité. Quand ma tante 68 arde communiste pro-immigration voit 5 Arabes insulter un père de famille dans le métro parce qu'il demande de baisser la putain de musique de sauvage, eh bien, elle est persuadée que c'est la
souffrance humaine, d'avoir fui la misère, qui justifient leur comportement de sauvage. Ses croyances et ses convictions reshapent ce qu'elle voit. Elle est vraiment convaincue que ces ratons ont fui la guerre, la misère, en laissant derrière eux femmes et enfants dans un déchirement infini et qu'ils méritent tout l'aide du monde et la clémence et tous les aides sociales qu'ils peuvent obtenir en France. Voilà. Ça, c'est ses croyances et ses convictions qui la poussent à voir le monde par ce filtre. Le type pardon, qui passe ses journées à écouter des vidéos de vendeurs de formation, de online business guru, eh bien, il est persuadé que c'est faisable pour lui aussi, qu'il va y arriver, qu'il va travailler un petit peu sur son ordi, ou très fort, en fonction de ses croyances, mais en tout cas, c'est sûr qu'il va le faire et que au bout de 6 mois, 8 mois, peut-être même 2 mois pour certains, il aura un salaire de chirurgien et que c'est largement atteignable pour lui en faisant du dropshipping de merde en plastique alors qu'il n'a jamais rien produit de sa vie avant et qu'il n'y a aucun problème sur le fait qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il va atteindre le salaire d'un mec qui a fait 10 ans d'études et qui fait des interventions de microchirurgie tous les jours pour gagner 15K par mois. Non, lui, il va le faire en 6 mois en achetant la formation Dropshipping Révolution 3.0. Bon, en respectant les probabilités. Votre mère, votre sœur, votre cousine, votre femme, votre fille sont moyennes, c'est-à-dire qu'elles ne sont ni extrêmement moches, ni extrêmement belles, elles sont normales. Par contre, avec le contraste des réseaux sociaux blindés d'hyper-femelles sursexualisées, surmaquillées, surfiltrées, etc., eh bien, les femmes proches de vous, elles deviennent en réalité plus moches que la réalité objective observable. Parce qu'il y a un biais du survivant massif sur la beauté en ligne. On a donc les moches qui peuvent créer du buzz avec des vidéos révoltantes, des pubs dégueulasses. On voit notamment des espèces de gamins estropiés dans certaines parties du monde qui font la quête. Donnez de l'argent à mon enfant, regardez, il est estropié. Voilà, ça fait du choc. Et ça amène de eyeball. Ça amène de l'intérêt. Ensuite, les moyennes disparaissent complètement, ou alors on a aussi des niches de meufs extrêmement moches et qui jouent là-dessus pour obtenir du buzz en ligne. La moyenne, elle disparaît complètement. Et pour ça, il suffit de revoir de voir la courbe de distribution des revenus OF. Les super vulgaires, elles peuvent s'en sortir complètement décomplexées, même si elles sont pas super belles, en fait, elles surcompensent par une vulgarité extrême. Et donc là, ça peut buzzer sur les réseaux sociaux. Et pour les super belles, les femmes vraiment, les super modèles, eh bien, c'est organique. Il n'y a absolument aucun effort à fournir. Elles le savent depuis longtemps, même si elles ne sont pas exposées aux réseaux sociaux. Et en fait, elles finissent par être exposées malgré elles, de façon relativement organique. Donc, la différence dans la richesse économique, c'est qu'il y a un élément commun complètement objectif, c'est le dollar américain. Vous avez 20 000 dollars, vous savez où vous êtes dans la hiérarchie. Vous avez 100 000 dollars, vous savez où vous êtes. Vous avez 1 million de dollars, vous savez où vous êtes. Vous avez 10 millions, vous savez où vous êtes. La beauté, elle est complètement inflatée en ligne par les angles, par le maquillage, par les filtres, par les retouches, par tout un tas de protocoles qui permettent d'inflater artificiellement la beauté en ligne. Dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que vous ne croisez jamais de modèle. Probablement, vous n'avez jamais croisé de supermodèle dans les 2, 3, 4, 5 derniers mois de votre vie. Alors que vous scrollez 1 heure sur Instagram, eh bien, vous voyez que de ça. Donc faites-le, scrollez 1 heure sur Instagram et allez passer 1 heure au centre commercial de banlieue de Toulouse ou de votre ville, eh bien, ça va réveiller la réalité, à savoir tout le monde est moyennement moche et globalement, c'est toujours la même chose. Bon, la richesse en ligne, elle est complètement inflatée également, parce que les types vous parlent de chiffre d'affaires et pas de bénéfices, parce qu'ils louent des bagnoles, parce qu'ils photoshopent des tableaux Stripe et juste parce qu'ils mentent complètement. Sauf que, comme ma tante veut croire que le migrant qui chie au milieu de la place publique est une pauvre victime déracinée, eh bien, vous voulez croire que le Mongol sorti de nulle part avec sa fausse Rolex à 30 dollars gagne vraiment 50K de bénéfices par mois et peut vous aider à le faire aussi en 90 jours. Et en plus, il a une super garantie de résultat, donc vous risquez absolument rien. Premièrement, ça n'est pas normal ni accessible d'être self-made millionnaire liquide. C'est une extrême infime partie de la population. Et si en plus on rajoute le facteur jeune, c'est-à-dire moins de 30 ans, eh bien là c'est carrément une personne sur 10 000 qui n'a pas hérité et qui s'est fait donc self-made millionnaire avant 30 ans. Donc là on rentre dans le gaslighting masculin.
Les nanas qui disent non, non, mais moi, je suis une 10 sur 10, je le sais, machin. C'est l'équivalent des mecs qui disent non, non, mais moi, c'est bon, j'ai aucun diplôme, j'ai aucune formation, j'ai rien, j'ai aucun éléphant, aucun, pardon, élément différenciant, mais les 10 cas par mois, c'est bon, je l'ai fait dans 6 mois, je l'ai fait dans 3 mois, c'est sûr. Voilà, c'est exactement. Et en plus, très souvent, c'est le type de profil masculin qui se fout de la gueule des nanas qui disent non, mais moi, je suis une 10 sur 10 en rigolant. En rigolant donc de cette situation. Et pourtant, c'est les mêmes individus qui disent non, mais c'est bon, moi, les 10 cas par mois, je vais les faire facile, facile. Donc, ok, vous vous sentez supérieur à la moyenne, ok, vous prétendez un salaire de chirurgien, ok, vous méritez 120 cas par an comme le dirigeant de l'usine qui emploie 200 personnes dans la ville à côté de chez vous. C'est clair, ça c'est clair, c'est évident, c'est sûr. Bon, on va voir. On prend donc un peu de recul sur la vie, puis on se rend compte que, merde, tout tombe dans la moyenne chez vous. Taille moyenne, vous n'êtes pas extrêmement grand, pas extrêmement petit. Physique moyen, vous n'avez pas beaucoup plus de force que la moyenne, vous n'êtes pas extrêmement fort, extrêmement faible. Niveau de beauté moyen, vous êtes moyennement moche, moyennement beau, pas horrible, mais pas un super modèle. QI moyen, voilà, vous avez entre 95 et 105 de QI, 110 maximum. Niveau de culture moyen, vous avez été à l'école, mais bon, globalement, vous n'avez pas lu tant de livres que ça, vous n'avez pas intéressé tant de choses que ça sur le plan culturel. Niveau de créativité moyen, vous n'êtes pas en train d'écrire des symphonies, d'écrire vos propres musiques, d'écrire des livres, d'écrire des poésies. Vous n'êtes pas en train de créer du contenu en ligne. Voilà, bon. Testo moyenne, vous avez 600 nanogrammes par décilitre de testo. Agressivité moyenne, pareil, vous n'êtes pas ultra agressif, ultra passif, vous êtes juste dans la moyenne. Moi, je suis un focal, voilà, c'est le genre de tempérament. Et voilà, tout est dans la moyenne ou au maximum à un écart type. Alors, euh, basé là-dessus, qu'est-ce qui vous laisse croire que vous allez obtenir plus de succès économique que la moyenne? Si la plupart de vos attributs acquis et innés sont dans la moyenne, il faut se rendre compte que 10 cas par mois, c'est 5 fois au-dessus du salaire médian. Donc si toutes vos spécificités, tous vos attributs acquis et innés sont grosso modo dans la moyenne ou à un écart type, qu'est-ce qui vous laisse croire que, par contre, votre niveau de revenu économique va être 5 fois au-dessus de la médiane française? C'est déjà une bonne piste de réflexion. Donc, sans exception, tous les types que je connais qui sont devenus riches sont déviants sur au moins un élément, mais en réalité sur la plupart. C'est-à-dire que quand on regarde les attributs acquis et innés, ils sont tous au minimum quasiment à un, 2, 3 écarts types de la moyenne. Alors, qui va vraiment devenir riche? Niveau probabilité, presque personne. C'est rare, c'est difficile. Et si vous baignez dans l'Internet, c'est encore pire. Parce qu'il n'y a que des perroquets, tout le monde se répète constamment. Et c'est du PVP. C'est les uns contre les autres. C'est un jeu à somme nulle. Donc, la voie par défaut, c'est dropshipping, vente de formation, vente du coaching, vente du étiquette, du coach de coach et faire du community management. C'est grosso modo tout ce qu'on a. Et là, il y a le nouveau truc, c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, aider les gens qui ont déjà une communauté à la monétiser comme s'ils n'étaient pas capables de le faire. Donc, c'est un océan rouge foncé. Coach de coach de coach, c'est un océan rouge foncé. C'est rempli de sang, c'est un bain de sang. On n'y voit absolument rien. Vous avez aucun élément différenciant, aucune compétence spécifique. Vous n'êtes pas un génie marketing, vous n'avez pas d'expertise, pas de renommée. Tout le monde se ressemble dans le milieu. C'est du copier-coller noyé dans la masse. Le type qui dit non, mais moi je vais me lancer dans le coaching en ligne, eh bien l'archétype c'est le type de 25 ans avec le niveau de charisme d'une flaque d'eau et les capacités operatoires d'un gamin bègue en CP. Donc grosso modo, on a toujours ce même profil. Ça sert à rien de citer les noms, vous voyez très bien de quoi je parle. Alors, pour la question, c'était ici qui va vraiment devenir riche. Voilà. Si, à mon avis, j'ai pas besoin de tirer de conclusion si vous avez lu et écouté correctement ce que je viens de dire ici. Alors, pour l'enregistrement par le salariat, États-Unis, Luxembourg, Suisse, Singapour, Hong Kong, là, les probabilités sont déjà beaucoup plus hautes de devenir riche et d'accumuler un gros patrimoine par ce biais-là. Et pour l'enregistrement par l'entrepreneuriat physique aussi, mais en dehors de France, et à nouveau, si vous avez des attributs qui sortent un peu de la moyenne. Mais bon, on va en reparler juste après. Alors, comment savoir si vous pouvez devenir riche? Parce que je sais que tout le monde vous le promet en 90 jours, 10 cas par mois en 90 jours, c'est super. Alors, il se trouve qu'il y a toujours des exceptions, mais vous n'en êtes sûrement pas une, et moi non plus d'ailleurs. Votre capacité à devenir riche ne dépend pas de votre motivation, vous êtes le véhicule de vos gènes à leur service. Donc, les éléments qui sont des bons prédicateurs de votre richesse à venir,
pas une garantie, des prédicateurs uniquement. Votre QI, entre 115 et 140, on est dans le sweet spot. Au-dessus, il n'y a que des tarés qui passent leur temps à trop réfléchir et c'est vraiment à la marge, les mecs qui s'enrichissent vraiment. En dessous, bon, on passe même pas la barre minimum. En tout cas, c'est pareil, c'est vraiment à la marge. Votre trait de personnalité, et là, on a trois choses qui sont extrêmement communes et importantes chez les gens qui deviennent riches, qui amassent du capital et qui réussissent à le conserver. Niveau de conscienciosité très élevé, niveau d'openness élevé aussi, et niveau d'agréabilité, pardon, bas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire conscienciosité? Ça veut dire que tous les jours, vous vous pointez et vous bossez, et vous êtes capable de le faire pendant 8 heures, peu importe le end result de la journée, que vous arrivez à produire, même s'il n'y a pas de récompense immédiate. Ça, c'est le prédicateur numéro un de la richesse, selon moi. Openness, c'est votre niveau de créativité et votre niveau d'ouverture aux nouvelles opportunités et au fait de changer vos croyances pour les faire matcher avec finalement ce qui va vous servir le plus. Et niveau faible d'agréabilité, ça veut dire que vous êtes assez peu sensible au retour des autres qui ne servent pas directement vos intérêts. C'est-à-dire l'opinion de votre grand-mère ou l'opinion de votre sœur sur votre business, vous n'en avez absolument rien à foutre. Ce qui compte, c'est le end result. Votre profil psychologique, là c'est pareil, perfectionnisme, mais pas trop, optimiste, optimisation, c'est-à-dire un type qui a tendance à constamment optimiser les systèmes qui marchent et pas juste s'asseoir sur une vache à lait, c'est-à-dire constamment itérer, améliorer, itérer, améliorer. Euh, le type qui pense en système plutôt que de penser en coût, c'est-à-dire, putain, il faut que je fasse un coup, là-dessus je peux faire 30 000 balles. Ce type-là, en général, il se crame et il finit fauché. Alors que le type qui pense en système, plutôt qu'en coût, il a beaucoup plus de chances de tenir sur le long terme. Et enfin, delay gratification, c'est la capacité à bosser pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans pour bâtir une structure qui ensuite va rapporter de l'argent et sans être complètement cupide au point de vouloir dire ok, je fais une action, je dois obtenir des résultats immédiatement et recevoir de l'argent. Ça, c'est aussi un point énorme avec au niveau de conscienciosité. Mais en général, on retrouve les deux ensemble. Et enfin, votre égocentrisme, psychopathie, c'est-à-dire la juste dose de confiance en soi et de sentiment de supériorité. Les types qui ont trop confiance en eux, ils finissent par se faire déplumer en achetant des coachings high ticket alors qu'ils n'ont même pas les compétences de base pour juste bâtir quoi que ce soit. Et puis, sentiment de supériorité, c'est pareil, c'est avoir la conviction réelle que ce que vous proposez et ce que vous apportez sur le marché du capitalisme est supérieur à ce qui est déjà existant, mais pas trop, sinon ça fait de l'arrogance et pareil, ça pose un problème. Donc tout ça, c'est pas des garanties de la richesse, mais ce sont des indicateurs fiables de vos capacités à le devenir, puisque chacun des éléments manquants sous-optimal représente des goulots d'étranglement. C'est-à-dire que je connais des types qui sont largement, mais largement plus intelligents que moi. C'est évident, au-delà des tests de QI, en fait, c'est juste flagrant. Et pourtant, ils sont pas riches parce qu'il manque plusieurs choses. Il manque de la conscienciosité, il manque de la delay gratification, ils n'ont pas confiance en eux, ce genre de trucs. Je connais des types qui sont ultra cultivés, qui sont des puits de connaissances sans fond, pareil, pas riches. Je connais des types hyper égocentrés, pas riches, parce qu'il leur manque les cases restantes. C'est-à-dire gros QI sans conscienciosité, eh ben, vous êtes foutu. Conscienciosité élevée, mais avec un faible QI, c'est pareil, vous êtes foutu dans la compétition du capitalisme. Donc, c'est pas impossible, mais la quantité d'efforts à déployer est souvent hors d'atteinte, en tout cas sans drogue. Moi, mon unfair advantage, c'est le tempérament obsessionnel. Au-delà du fait que je coche pardon, toutes ces cases-là, alors plus ou moins au niveau et je les coche plus ou moins entièrement, mais l'avantage concurrentiel massif que j'ai, c'est le tempérament obsessionnel. Quand j'ai commencé à jouer à Call of Duty quand j'étais jeune, c'était très très vite, au bout de quelques semaines, quelques mois, je dis ok, il faut que je fasse de la compétition, il faut que je sois le meilleur, où est-ce qu'on peut se départager? Et c'était pas juste, voilà, je joue 2 heures par jour de façon récréative, je suis devenu obsessionnel sur Call of Duty. Quand j'étais plus jeune et que je jouais à la PS2 ou à des jeux flash en ligne, c'est pareil, c'était obsessionnel. Je faisais des plans, j'allais à l'école, j'écrivais sur mon carnet les plans, les stratégies de développement sur les jeux vidéo, c'était complètement obsessionnel. Quand j'ai démarré mon entreprise en 2019, c'est pareil, c'était obsessionnel. Pendant 3, 4 ans, il n'y avait que ça. Il n'y avait rien d'autre qui comptait. Le work-life balance, tout ça, rien à foutre. Mon apparence physique,
rien à foutre, je me suis complètement rasé les cheveux, rasé la barbe, j'étais horrible, simplement parce qu'il y avait que le travail qui comptait. Obsession complète en abandonnant complètement le reste. Sur la santé, c'est pareil. Quand je suis vraiment rentré dans le secteur de la santé, bon, c'était lié à mon business, mais j'ai eu un tempérament obsessionnel là-dessus. Quand il a été temps pour moi de fonder une famille, c'est pareil, j'étais obsessionnel sur l'optimisation de la mère, donc la femme avec qui je me suis marié, ok, les traits génétiques, les traits physiques, etc. Qu'est-ce que je veux en termes de comportement? C'était obsessionnel, obsessionnel. Et ensuite, pour l'éducation des enfants, c'est pareil. Bon, c'est pas obsessionnel, puisque au final, je ne crois pas du tout à l'éducation. Mais bref. Donc, sans forcer, de façon naturelle, je développe des obsessions pour des sujets. Pour des sujets, pardon. Je les essore, j'atteins un plafond. Ce plafond est donc limité par mon QI, mes capacités, ma patience. Donc, par exemple, sur Call of Duty, j'ai atteint un plafond où je ne pouvais pas entrer dans les top monde parce que déjà j'étais trop jeune. Et ensuite, je n'avais pas le temps nécessaire pour pouvoir jouer et progresser. En tout cas, à l'époque où j'étais. Donc, voilà, j'atteins un plafond. Et puis, puisque j'ai atteint ce plafond-là et que je sens que je ne peux pas passer au-dessus, bon, ben, j'abandonne. En termes de business, c'est pareil. J'ai atteint un plafond, je suis limité par mon QI, par mon intelligence, par mes capacités de travail, par ma patience. Donc voilà, j'ai atteint un plafond à entre 300 et 500 000 euros de bénéfices par an. Bon, je pourrais potentiellement aller plus haut, mais en fait, je suis plafonné par ma patience et puis par mon manque d'ambition aussi. Et puis donc, je passe à la suite. Et c'est pour ça que j'ai, entre guillemets, arrêté, en tout cas ralenti drastiquement le travail pendant 2 ans pour me focaliser sur donc, ma famille et le fait de créer une famille. Mon goulot d'étranglement, donc ça mon avantage unfair, donc je ne sais même plus comment on dit en français, mon avantage concurrentiel numéro un, c'est mon tempérament obsessionnel, et mon plus gros goulot d'étranglement, ce qui m'empêche de monter plus haut, c'est le manque d'ambition. C'est-à-dire que j'ai pas d'ambition, j'ai pas de volonté de domination humaine, j'ai pas de volonté d'influence massive, j'ai pas envie d'être reconnu par tout le monde comme étant quelqu'un de extrêmement successful. Preuve, tout ça de façon complètement anonyme. Il y a une partie qui est pour me protéger aussi, mais parce que j'ai pas besoin de reconnaissance en dehors de tout ça. Et j'ai un niveau de satisfaction plancher relativement bas. Alors relativement bas, ça ne veut pas dire que je suis satisfait de vivre avec 1500 balles par mois, mais ça veut dire que au-delà de dépenser 6, 7, 8 000 euros par mois, ce que je fais en ce moment, bon, en fait, je m'ennuie extrêmement rapidement. Les voyages, ça m'ennuie assez vite. Surtout là, c'est une réalisation récente. En fait, j'en ai plus grand-chose à foutre de voyager, de dépenser de l'argent en business class, dans des super hôtels, etc. Non, en fait, ça m'énerve. Je suis bien chez moi à travailler, à faire ce qui m'intéresse réellement. Donc, puisque j'ai plus d'ambition, enfin, j'ai pas d'ambition massive, ben, en fait, c'est extrêmement dur de se pousser à travailler pour gagner plus. Gagner plus, pourquoi? Voilà. Donc c'est pour cette raison-là que j'atteindrai jamais 50, 100 millions d'euros de patrimoine, parce que j'ai la flemme et c'est OK. Alors, on revient au sujet de la vidéo. Que faire si vous n'avez pas ce qu'il faut? Donc, si vous ne cochez pas ces cases-là, ou en tout cas très très peu, comment faire? Option numéro un, c'est essayer quand même, parce qu'en pratique, on s'en fout de ce que je dis, et peut-être que je me plante. Donc, c'est la sélection naturelle. Sur 10 000 mecs qui achètent un programme pour devenir riches en ligne, il y en a 9 000 qui sont de la chair à canon, qui n'ont pas le hardware pour faire quoi que ce soit, c'est-à-dire qui n'ont pas le QI de base nécessaire, qui n'ont pas le niveau de consciencialité de base nécessaire, qui n'ont pas le niveau de créativité nécessaire. Donc, il y en a 9 000, 90% qui sont juste de la chair à canon, et voilà, ils ont mis la carte bleue et ça dégage. Il y en a 900 qui vont suivre et appliquer sans succès pour un cumul de raisons, notamment parce qu'ils ne cochent pas suffisamment de ces cases. Il y en a 80 qui vont suivre et appliquer et qui auront un succès modéré, c'est-à-dire voilà, vraiment le bas du panier dans ceux qui réussissent. Et puis sur les 10 000, il y en a une vingtaine qui vont suivre et appliquer et qui vont avoir un succès réel, voire un succès explosif. Et de toute façon, sur ces 20 types-là, il y en a au moins 17, 18 qui auraient réussi sans avoir acheté le programme, sans avoir acheté le coaching, sans avoir acheté la formation, juste parce qu'en fait, ils ont le matériel nécessaire, le matériel génétique nécessaire pour réussir. Donc, je suis insider puisque j'ai plusieurs amis qui sont des vendeurs d'infoproducts sur le marché US et il y a 50% des types, donc 50% des acheteurs qui n'ouvrent même pas le mail d'accès au programme. C'est-à-dire des Américains, mais en fait c'est quasiment pareil pour les Français, qui achètent un programme à 3 000 $, qui n'ouvrent même pas le mail d'accès. Il y en a
la moitié qui crée même pas un compte client. C'est-à-dire, c'est la hype, voilà, c'est webinaire, super, machin, acheter, émotion, 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 ça va être génial. Et puis ensuite, l'émotion retombe. Le lendemain, ils se connectent sur leur boîte mail et en fait, ils repoussent, dès le lendemain, ils repoussent l'ouverture de l'espace membre des programmes qui viennent d'acheter. Et il y en a 50% qui n'ouvrent jamais. Et la majorité de ceux qui ouvrent ne se connectent qu'une fois. Ils se connectent une fois, ils créent un mot de passe, ils sont sur l'espace membre et ensuite ils se reconnectent plus jamais. Et n'importe quel vendeur de formation honnête communiquera des chiffres similaires at scale dès qu'on commence à avoir une base, ou en tout cas dès que ces gars-là commencent à avoir une base de clients qui dépasse les milliers, voire les dizaines de milliers, eh ben, c'est toujours ce même chiffre. Il y en a 50% des acheteurs qui n'ouvrent même pas le mail d'accès au programme. Donc voilà, ça c'est l'option 1. Vous pouvez quand même essayer, vous pouvez quand même croire aux promesses de dingue de gagner 10 000 balles en 90 jours parce que vous avez la meilleure formation avec le meilleur formateur. Ok, l'option 2, c'est de vivre en trouvant une niche salariale plus cumul des leviers, à savoir cumul des leviers, c'est-à-dire le levier bancaire et le levier de manipulation et l'optimisation des changements de poste, changer de poste régulièrement tous les 3 à 4 ans pour revaloriser son salaire. Il y a toujours des anomalies de métiers surpayés avec des formations courtes, pénurie de main-d'œuvre, avantages de nature massif, pénibilité du travail et s'insérer dans une brèche, puis s'endetter, puis faire levier sur le capital, puis faire levier sur les changements d'entreprise. Ça, c'est, à mon avis, l'option que la plupart des gens devraient vraiment poursuivre, plutôt que d'essayer de se battre dans l'océan rouge foncé, eh bien, aller là-dedans, trouver des niches salariales qui payent vraiment très bien, notamment, je l'ai déjà dit, États-Unis, Singapour, Hong Kong, Suisse, enfin, si c'est plus facile pardon, pour les Français, Suisse, Luxembourg, etc. etc. Et puis, même, travailler à distance, bref, je ferai une vidéo sur le sujet un jour. La troisième option, c'est de péter ses croyances sur l'argent, pardon, et sur la richesse. C'est masculin de chercher à rationaliser tout ce qui peut l'être. À savoir, ouais, quand j'aurai 15 000 euros par mois, il se passera ça et ça dans ma vie, j'aurai telle maison, telle voiture, je voyagerai ici et là en business, ce type de femme me sera accessible. Aujourd'hui, elle me donne même pas l'heure, mais quand je serai riche, de toute façon, les meufs, ça n'aime que l'argent, c'est toutes des michtos, vas-y, trop facile, quand j'aurai du fric, je vais pouvoir me taper toutes les meufs que je voudrais, je vais m'amuser, ça va être génial, je mettrai des bouteilles en... Non. Vouloir devenir riche juste pour le devenir, ça se sent. C'est vouloir forcer le système, extraire de la valeur économique à tout prix. Les clients le sentent, les partenaires le sentent, tout le monde le sent. C'est une réflexion de parasite. Prendre et recevoir plus que ce que vous donnez. Le capitalisme ne fonctionne pas comme ça. Alors, à la marge, il y a toujours des parasites qui arrivent à survivre et à faire un gros coup et puis à se barrer avec la caisse. Mais le système finit toujours par nettoyer les parasites sur le moyen et long terme. Alors que vouloir apporter tellement de valeur que vous avez des retombées économiques massives, là, c'est le bon état d'esprit, selon moi, pour gagner de l'argent sur le moyen et long terme et être capable de l'accumuler sur le temps long. En plus, c'est plus stimulant, c'est plus agréable, vous êtes dans le don et vous n'êtes pas dans la lutte entre parasites. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre dans la troisième option, c'est que l'argent ne compte pas vraiment pour maximiser le plaisir, le bonheur. Ce qui compte, c'est le statut social et la perception de son propre statut social. Alors, ça compte pas vraiment, sauf si vous êtes vraiment dans la pauvreté abjecte ou juste dans la pauvreté relative. En termes d'exemple, le patron d'une salle de sport Fitness Park qui gagne, ou l'Orange Bleu, ou peu importe les chaînes en France, qui gagne 5 000 euros par mois dans une ville secondaire de France, a un meilleur statut social que le vendeur de coaching qui gagne 20 000 euros par mois à Dubaï. Il a 1800 adhérents, il est reconnu pour son statut dans la ville, il a un flux continu d'interactions sociales, il a un carnet d'adresses immense, il a la meilleure voiture du parking, il s'est marié avec une adhérente qui a 9 ans de moins que lui et qui est super fit, et il garde le levier dans son mariage par son statut social, à savoir il a un flux continu d'interaction sociale et il a un statut social élevé au sein de cette communauté. C'est-à-dire que, bon bref, on ne va pas développer là-dessus le fait de garder son levier dans le mariage. Et donc c'est simple, en fait, il explose littéralement le type de Dubaï qui est constamment obligé de faire des shorts TikTok, YouTube et des promesses intenables et des webinaires et des lives et des ads pour continuer à vendre sa soupe à toujours plus de pigeons. Lui, il est dans le stress de la fin du parasitage.
Alors que voilà, le type qui a sa salle de sport en France ou ailleurs, il apporte une vraie valeur au monde, il est apprécié et remercié pour ça, il s'implique vraiment dans le parcours client, il tient compte des besoins des adhérents et il contribue à l'économie locale. Et j'ai encore mieux que ça comme exemple. Cette année, je suis allé à Sao Paulo, dans l'énorme parc de Itagüí, qui est le meilleur parc de la ville. Il y a un type qui donne des cours de pilates, de yoga tous les matins. Il a entre 25 et 40 nanas tous les matins à 10 heures, parce que moi c'est à l'heure où j'y ai l'habitude, mais en fait il y a sûrement des cours avant et des cours après. Toutes les nanas, donc il a une espèce de flyer, une espèce de carton, et c'est 3 euros la séance. Et donc toutes les nanas, entre 25 et 40 nanas, lui filent 3 euros par séance. Alors je me suis assis sur un banc pour regarder, elle l'adore, vraiment, il y a entre 25 et 49 tous les jours, elle l'adore. Le mec a une super énergie, il reçoit un niveau d'attention féminine que même le millionnaire crypto à Dubaï n'aura jamais, jamais dans son plus grand rêve. Il contribue à leur santé et leur bien-être, donc en fait quand il va se coucher le soir, il a apporté de la valeur au monde. Et il gagne sûrement entre 200 et 400, 500 euros par jour. Il en fait sûrement passer deux ou trois de ses adhérentes par semaine dans son lit pour des cours de yoga spéciaux. Voilà. Donc ça, c'est le statut social du mec qui donne des cours de yoga, de pilates dans le parc Haitang Bibi à Sao Paulo. Versus le millionnaire crypto-punk, je sais pas quoi, shitcoin à Dubaï, qui vit dans la frustration constante et qui est obligé d'acheter les nouvelles McLaren pour attirer les putes ukrainiennes qui vont lui donner de l'attention. Voilà. Le gars est en fait est presque un clochard de Sao Paulo qui a des matelas en plastoc et qui donne des cours. Et en fait, son statut social est largement plus élevé que le gars qui vit dans la souffrance et la frustration d'être millionnaire parmi les multimillionnaires et les milliardaires à Dubaï. Bref. Donc, il faut arrêter de regarder sa vie de façon purement linéaire et de se convaincre que le niveau de patrimoine va emmener dans son sillage un niveau de bonheur, satisfaction équivalent. Enfin, on a le facteur chance. Je suis devenu millionnaire à 26 ans parce que génétique, plus secteur, plus timing, plus force de travail, plus chance. Si j'avais choisi le mauvais secteur, foutu. Si j'étais arrivé au mauvais moment, au mauvais timing, difficile. Si j'avais pas eu les prédispositions génétiques, foutu. C'est donc un cumul de facteurs hors de mon contrôle qui se sont alignés par chance avec les facteurs que je maîtrisais. Par chance, j'ai été bon pour générer de l'argent. En plus, j'ai été bon pour ne pas le dépenser, c'est-à-dire vivre frugalement pendant les années d'accumulation de capital quand j'étais jeune. Et en plus, je suis bon pour le faire fructifier. Et ça, c'est un don du ciel. La chance a une part massive dans chaque réussite. Comment se donc c'est la prochaine vidéo sera sur ce sujet-là. Si, c'est la question à se poser, si l'argent n'était pas un problème, si tout était gratuit, à quoi ressemblerait votre journée idéale si elle devait se répéter à l'infini? Et puis ensuite, combien ça coûte par mois? Si vous pensez pouvoir arriver à un niveau de patrimoine qui couvre ce chiffre par des revenus passifs, c'est cool, faites-le, mais gardez quand même à l'esprit de faire attention à ne pas gâcher votre vie en chemin. Je vous rappelle que vous pouvez mourir, hein, donc si on dit voilà, si je travaille tant et j'accumule tant de capital à telle vitesse et puis que ça se fructifie à 9% par an en moyenne, ok, dans 7 ans j'y serai et je pourrai profiter de la vie. Ouais, mais en fait, dans ce laps de temps de 7 ans, tu peux aussi mourir. Donc, sacrifie pas trop non plus. Il faut quand même prendre une certaine dose de plaisir et d'intérêt là-dedans. Par contre, si jamais atteindre ce niveau de patrimoine qui peut couvrir vos dépenses de façon passive, ça vous paraît complètement inatteignable et extrêmement loin, eh bien réfléchissez juste à ce que vous foutez là. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que devenir riche qui donne du sens pardon, à votre vie? Et les deux points, c'est lire beaucoup parce que personne n'arrive à produire des idées. Vous n'êtes pas Naval, vous n'êtes pas Sénèque, vous n'êtes pas Nietzsche, vous n'êtes pas Jung. Donc piochez des idées chez les autres et gardez celles que vous aimez pour établir votre échelle de valeur. Et enfin, agir et entrer dans le progrès, c'est tout ce qui compte. Avoir une sensation de mouvement vers l'avant, prendre de l'inertie et le sentir. Donc voilà, ça n'est pas une vidéo déprimante. N'arrêtez pas d'essayer d'accumuler du capital. Sortez juste de la file d'attente des tarés qui cumulent donc cupidité maximum plus ego maximum et qui essaient de faire les mêmes business de parasites que tout le monde et qui vont se retrouver les poches vidées sur le bas-côté avec tous les autres.